Bonjour à tous et bienvenue sur Applied Digital, un podcast d'Inventive. Dans ce podcast, on réunit nos différents experts pour parler de développement applicatif, web et mobile. Merci de vous abonner et de partager le podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, cette semaine je rencontre Philippe Nadeau, gestionnaire de l'équipe d'architectes de solutions, et Guillaume Dussault, architecte de solutions, pour mieux comprendre le rôle de l'architecture de solutions dans l'adéquation des besoins clients et des choix technologiques dans nos projets. Bonjour Philippe, bonjour Guillaume. Salut. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. L'objectif, ça va être de parler d'architecture de solutions, évidemment. Mais avant de commencer, je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs de faire votre connaissance, mieux comprendre votre rôle et votre expertise chez Inventive. Donc, je vous laisse vous présenter. Celui qui veut commencer, commence. Oui, Philippe Nadeau. Je suis gestionnaire de l'équipe de l'architecte de solutions. En fait, moi, d'un point de vue parcours professionnel, j'ai fait des études en informatique, un DEC, un bac. J'ai aussi complété un MBA en gestion des technologies de l'information, qui m'a emmené un volet plus administratif là, à mon parcours qui était beaucoup plus technique auparavant. Ça fait 18 ans environ que je suis dans le domaine. OK. Puis c'est ça, donc chez Inventive, tu gères l'équipe d'architectes de solutions, mais tu fais aussi du travail d'architecte de solutions, tu as les deux volets. Oui, exactement. On est 5 architectes présentement dans l'équipe, en m'incluant. Donc, mon rôle est partagé entre travailler avec l'équipe, s'assurer que tout le monde est bien. Et de mon côté aussi, je t'attire à des projets là, en tant qu'architecte de solutions. OK, parfait. Hey, salut à vous deux. Moi, c'est Guillaume Dussault, je suis architecte de solutions chez Inventive. Je suis gradué de l'UQAM en bac en informatique et génie logiciel. J'ai fait environ 10 ans de consultation à Québec là, au gouvernement et dans les compagnies d'assurance aussi. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis chez Inventive. Je cherchais plus de diversité dans le domaine d'affaires des clients. Fait que j'étais un peu tanné de toujours tourner autour des mêmes sujets, tout ça. Puis je cherchais un peu plus de flexibilité aussi en termes de rôle de travail à travers l'équipe puis avec les autres membres de l'entreprise. Fait que pour moi, ça fitait super bien de venir chez Inventive. OK, puis quand tu parles de diversité, c'est à la fois dans les projets, est-ce que c'est aussi dans les technologies? Oui, dans les projets, puis dans l'organisation aussi de l'entreprise, un peu dans les méthodes de travail, les processus, tout ça, la prise de besoin chez le client, tout ça, je cherchais un peu plus de diversité. OK, parfait. Est-ce que dans l'équipe d'architecture de solutions, chacun a une expertise particulière sur des technologies particulières ou est-ce que vous êtes tous assez polyvalents? Tu sais, comment, par exemple, vous allez décider de la répartition de qui va travailler sur quel projet? C'est certain que chaque individu a ses forces et ses faiblesses. Nous, on est appelés à travailler dans le cycle de développement du début jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'on est impliqué au niveau du cycle de vente avec notre équipe pour le supporter d'un point de vue technologique pour que nos propositions soient pertinentes, qui fassent du sens. Il y a des gens qui sont un peu plus axés sur ce volet-là, qui sont moins dans l'implémentation, je dirais. Qui sont un peu plus au niveau, vraiment dans l'architecture de solutions pures, qui vient supporter nos équipes de vente. Puis ensuite, la responsabilité de l'architecte est vraiment de transférer l'information puis de travailler avec les équipes quand on démarre le projet. Il y a d'autres architectes qui font ça aussi, mais ils gardent un petit peu plus les mains dans l'implémentation. Ils ont encore un volet plus architecture cloud, architecture logicielle. Quand Guillaume mentionnait tantôt qu'il y a quand même pas mal de diversité dans ça, c'est qu'on n'est pas campé dans un seul rôle où on fait que de la vente, où on fait que du cloud, où on fait que de l'implémentation. On est appelé à supporter à beaucoup de niveaux. C'est un peu le couteau suisse là, dans l'entreprise pour venir supporter les projets. Ce qui fait que il y a des gens qui sont très forts en vente, il y a des gens qui sont plus dans le technique, qui travaillent plus proche de nos équipes. Par contre, il y a un tronc commun qui rejoint tout le monde dans l'équipe, c'est toutes des personnes qui ont quand même un gros background de développement logiciel. Ouais. Donc, qui ont été développeurs qui ont été développeurs dans le passé plusieurs années ou qui ont eu les mains dans le développement parce qu'on a besoin de gens qui sont connaissants pour accompagner nos équipes, qui sont pertinents qui ont une reconnaissance. Pour comprendre leur réalité aussi, j'imagine que c'est important. Exactement. Puis l'idée, c'est que les gens aient confiance en nos architectes, que c'est pas des gens qui en ont jamais fait. Cette relation de confiance-là est importante là, pour nos architectes, pour supporter les équipes. Il y a l'autre volet qui amène les gens plus vers le bout solution. Mm-hmm.
En fait, c'est la relation avec les clients. Ouais. C'est des gens qui ont des backgrounds de travail avec les clients. Oui, ils étaient dans l'implémentation, mais ils ont toujours baigné dans la prise de besoin, la discussion, définir la solution, être pertinent avec les clients. C'est comme les deux éléments pour moi qui sont clés là, pour nos architectes. Ouais, parce que c'est ça, en fait, votre rôle, c'est de prendre les besoins du client, ses attentes, ses contraintes et ses conditions, entre guillemets, ses paramètres préexistants technologiques, puis de l'arrimer avec là où on veut aller pour que ça soit la solution la plus efficace, c'est ça? Oui, exactement. Puis tu sais, la plupart des solutions technologiques qu'on va venir proposer, qu'on va faire pour nos clients, ça va tout le temps partir d'un besoin. Fait que c'est important qu'on soit impliqué le plus tôt possible dans le processus de conception, en même temps que le product owner, que gestionnaire un produit, pour vraiment comprendre le processus, visualiser le besoin du client, puis être capable de venir coller une solution qui va vraiment fitter avec ce que le client a besoin. OK. Ce que vous avez dit, c'est que votre rôle, c'est d'accompagner les équipes, de vraiment avoir une expertise pointue en technologie, en fait. Donc, ma question est, je pense que la réponse va être relativement dense, mais comment vous faites pour être toujours à la fine pointe de la technologie, pour savoir, c'est parce que pour savoir quel choix faire, il faut penser à une notion de pérennité, j'imagine, de durabilité, une solution qui va répondre tout de suite et maintenant aux besoins, qui va s'adapter à ce qui est existant. C'est comment vous faites pour atteindre un niveau de connaissance dans votre domaine, dans votre équipe au quotidien? C'est certain qu'on essaye toujours de se spécialiser dans une certaine plateforme technologique qu'on va connaître. Là, par exemple, on fait beaucoup de .NET pour tout ce qui est du back-end sur nos projets. Fait qu'on essaye toujours de rester à l'affût des nouvelles fonctionnalités qui vont être offertes dans ces plateformes-là, puis se garder à jour, faire des lectures. Fait qu'essayer de focusser un peu notre veille technologique sur ces éléments-là. Aussi focusser sur quels sont les nouveaux services que les fournisseurs cloud vont nous offrir, soit Azure, soit AWS, soit Google, pour essayer vraiment d'utiliser les dernières technologies qui sont disponibles pour nous. Là. Puis on écoute, moi j'aime bien aussi écouter autour de moi. Tu sais, on va faire des rencontres, on a une rencontre à toutes les semaines où est-ce qu'on échange entre collègues sur... il n'y a pas vraiment de sujet prédéterminé, on fait juste parler de technologie en général, qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a vu. Fait que, c'est entre architectes ou c'est les squatchers? Non, c'est entre architectes et entre les développeurs. Okay. Fait que juste d'écouter puis de s'informer suite à ça, puis essayer. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour vraiment que je comprenne un produit ou une plateforme, pour m'en imprégner. Je vais bien aimer ça, faire une preuve de concept, essayer de monter quelque chose. Soit que ça va être pour un projet interne, soit pour un projet client, un peu avant, puis pour évaluer les produits. Puis par la suite, c'est la meilleure façon d'apprendre, je crois. Okay. Ouais. Et je rajouterais que la nature de les projets qu'on réalise font en sorte qu'on découvre plein de nouvelles technologies. Les clients ils viennent nous voir pour notre expertise en développement logiciel personnalisé, ce qui fait que on peut pas maîtriser 100% des contraintes que le client a à l'interne chez eux. Tous les clients ont des technologies différentes, ils ont des équipes différentes, ils ont des méthodes de travail différentes. Nous, on a des méthodes de faire qui sont assez transversales, mais par contre, il faut s'adapter à la réalité de nos clients. Il y a toujours des morceaux qui vont être nouveaux pour nous autres, ce qui fait qu'il y a de l'apprentissage continu qui se fait à travers les projets. Il y a de la veille technologique comme Guillaume mentionnait en amont, où on essaie de se garder le plus possible à jour dans les technologies. Il y a toujours une nouveauté dans laquelle on va faire une preuve de concept avec le client. Il y a des idées qu'on a lues, mais qu'on n'a pas nécessairement appliquées. On va recommander de tester des technologies ou d'essayer des nouvelles choses avec nos clients si on pense que c'est pertinent pour le projet. Toujours des discussions qui sont vraiment avec l'équipe chez le client, l'équipe technique. Qu'est-ce qu'eux ont en tête comme solution? Qu'est-ce que nous, on a en tête? De trouver un milieu là, qui est le plus, je dirais, qui est le plus à jour d'un point de vue technologique, qui sera pas désuet dans 2 ans, dans 3 ans, de rester à la page là-dedans. Mais c'est vraiment de l'amélioration continue qui se fait à travers nos projets également. Est-ce que c'est les rôles des comités aussi? On a plusieurs comités. Je pense qu'on en a une bonne dizaine au moins de comités. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que c'est ça, vous êtes moteur, j'imagine? Oui, c'est un excellent point. On est impliqué dans plusieurs comités, au moins un comité par architecte, là, je dirais. Puis souvent, d'autres membres du comité vont nous soulever des nouveautés ou des trucs qu'on devrait surveiller. Fait que ça peut être par là aussi qu'on vient s'informer pour par la suite essayer. OK.
Il me semble que tu as été certifié, non? Tu pas passé une certification récemment? Ouais, Ouais. j'ai pu faire, puis merci à Inventive de m'avoir permis de faire ça. Là. Vers la fin de l'été, j'ai étudié pendant environ 2-3 semaines Ah oui, quand même. pour pouvoir passer la certification AWS Solution Architect Associate. Fait que c'est pas la plus haute des formations, des certifications AWS là, en termes d'architecte, là, mais c'est quand même quelque chose. Félicitations. Ben, merci. Au niveau de la méthodologie dans les projets, vous l'avez dit, déjà à quelques reprises, vous intervenez à différents moments, avec différentes personnes dans les projets, etc. Est-ce que vous pouvez me présenter les principaux moments au sein des projets qui requièrent votre intervention? Oui, il y a une phase quand on prend un projet pour un client, on appelle ça la pré-vente, le pre-sale ou la découverte une fois qu'on est en projet avec le client. Fait que c'est deux moments où l'architecte de solution peut venir produire un livrable qu'on appelle les diagrammes C4 ou C4 Model. Fait que c'est des diagrammes qui ont pour objectif de communiquer l'architecture d'une solution technologique au client et à l'équipe de réalisation un petit peu plus tard. Ça vient mettre en lumière un peu les différents éléments qu'on va réaliser pour cette solution-là, les différents systèmes, les acteurs qui vont interagir avec ces systèmes-là, puis les systèmes existants du client avec lesquels on va devoir s'intégrer. C'est vraiment pour mettre la lumière, pour être sûr qu'on a une bonne vision de qu'est-ce que le client a besoin, puis donner une bonne vision aussi à l'équipe du contexte des différents morceaux qu'on va venir mettre en place. Puis ça permet aussi d'avoir un niveau de détail un peu plus détaillé, dépendamment à quelle audience on va s'adresser pour ces diagrammes-là. Je peux te donner un exemple d'une application là, qu'on pourrait illustrer avec ces diagrammes-là. On peut penser facilement à une application de fidélisation où est-ce que les clients vont acheter différents produits et on va leur offrir en retour des promotions ou des produits qui pourraient être recommandés. Fait que dans ce cadre-là, on peut facilement penser qu'il va y avoir un premier bloc, un premier système qui va s'occuper de la gestion, de la comptabilisation des points des clients, puis un deuxième qui va être là plus pour mettre en lumière les différentes offres que notre client veut donner à ses clients à lui. Puis on peut aussi imaginer facilement qu'il y a probablement déjà un système de gestion des clients ou un CRM ou quelque chose qui existe du côté des systèmes existants où est-ce qu'on va devoir s'intégrer. Fait que déjà là, on peut commencer à placer les différents morceaux, s'assurer qu'on a une vision claire, autant pour l'équipe que pour le client. Parce que c'est ça aussi, on a écrit un article récemment, Philippe, tu as collaboré, mais Inventive, en fait, du développement sur mesure, mais on a écrit un article en fait qui expliquait qu'est-ce qu'on entend par sur mesure, puis par sur mesure ne veut pas dire partir de zéro. On utilise quand il y a des systèmes qui existent déjà, on va les utiliser. Quand le client a déjà des solutions, on va les connecter. Donc ça rappelle ce que tu dis que l'objectif c'est de placer le besoin au centre de la démarche, puis de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir déjà utiliser ou créer, mais tu le rappelles bien dans ton exemple, c'est ce qu'on va faire. Les choix, vous les faites à ce moment-là, en fait. Ouais, c'est un excellent point. On veut pas que notre solution vienne créer un choc chez les employés de nos clients. On veut vraiment venir s'intégrer, venir rajouter de la valeur pour eux et pour leurs clients, ultimement. OK, parfait. Puis après, dans quelle mesure vous collaborez avec, mettons, l'équipe design pour l'architecture d'information? Est-ce que ça a une pertinence qui est comme un échange entre vos deux équipes? Si la réponse est non, c'est OK aussi, mais est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait comme un échange entre l'architecture d'information et l'architecture, l'infrastructure système ou pas nécessairement? Bonne question. Parce que dans le sens où si tu places l'utilisateur au centre de la démarche, peut-être qu'il y a des choix technologiques qui vont être faits différemment. Ça peut avoir un impact sur les recommandations technologiques au niveau de est-ce que c'est une application mobile, est-ce que c'est un site web, est-ce qu'on va avoir un portail d'authentification qui est construit d'une façon A, B ou C. Évidemment, le budget du client va influencer certaines de ces décisions-là. Donc ça, c'est dans la phase vraiment de découverte où on pose les bases, on détermine la structure qu'on va adopter. Après ça, vous faites une sorte de passation, d'explication, j'imagine, aux équipes, aux développeurs? Effectivement. Puis en fait, dans la première phase, là, une des parties, c'est vraiment de venir définir les requis non fonctionnels de l'application. Y a-t-il des contraintes de sécurité, des contraintes de performance qu'il faut respecter, des lois gouvernementales qui s'appliquent dans leur domaine ou dans leur industrie. Donc, on vient explorer tous ces domaines-là, tout ça dans le but justement de faire une passation à l'équipe de développement pour que les requis
qui sont imposés par le contexte du projet soient bien transmis au niveau de l'équipe de développement, que ce qu'on réalise en fait comme projet, on le découvre pas à mesure qu'il y a des requis spécifiques, par exemple d'accessibilité. Ouais. Je donne un exemple. En Ontario, ils ont une loi au niveau de l'accessibilité où c'est très restrictif dès qu'on est dans du public et même, je pense, le parapublic. OK. Il y a des requis, ils appellent ça la ODA, d'accessibilité, qu'il faut que ça soit un très haut niveau de... rien que le mot en anglais. En fait, il faut que ça soit un très haut niveau de compliance, en fait, sur l'accessibilité. Ce qui fait que c'est pas quelque chose qu'on peut arriver à la fin puis dire hey, on va modifier le projet pour que ça respecte les normes d'accessibilité. Il faut que ça soit pensé au niveau design, au niveau des contrastes de couleurs, au niveau UX, il y a certaines restrictions. Donc, chaque intervenant de réalisation du projet a son bout de chemin à faire pour que le projet soit un succès d'un point de vue accessibilité. Si ça n'a pas été identifié en début de projet qu'il y avait certaines contraintes pour ce client-là, on se retrouve à la fin avec un projet qui est difficile à clôturer, qui n'a pas été construit de la bonne façon, qui ne répond pas aux attentes. Et puis après, le travail, c'est peut-être le plus long d'ailleurs dans la cour des développeurs, mais une fois qu'ils commencent à développer, est-ce que vous les accompagnez? Je suppose que c'est potentiellement variable en fonction des projets, mais ça se passe comment? Oui, définitivement. On a vraiment un rôle de support auprès des équipes de réalisation. Puis le but, c'est pas d'arriver et de tout décider et de tout dicter à l'équipe. On veut vraiment que l'équipe soit autodécisionnelle, qu'il soit capable de s'organiser, puis de réaliser un peu de la façon qu'ils veulent. Nous, notre objectif, c'est plus de s'assurer que la vision initiale, puis que la solution qu'on a réfléchie, puis avec laquelle on s'est entendu avec le client, elle soit respectée. Ça respecte les attentes budgétaires et tout aussi pour le client. Mm-hmm. Mais globalement, c'est d'être à l'écoute, d'établir une relation de confiance avec les développeurs, les QA, etc., pour s'assurer qu'on ait des échos, comment ça va, que ce soit du côté métaux, humain ou du côté techno, est-ce qu'il y a des risques qu'on n'avait pas nécessairement vus, que c'est plus difficile à réaliser ou que ça va prendre plus de temps qu'on pensait. C'est un peu ça notre rôle. Fait que, globalement. Est-ce que c'est genre au quotidien, il y a un développeur qui va vous contacter, soit toi Guillaume ou Philippe, ou est-ce que ça passe par le biais de SquadShare? C'est quoi la structure pour... Ça peut être directement. Des fois, on peut avoir des conversations un peu ad hoc avec les développeurs. Des fois, on va être en support plus formellement dans l'intérieur des équipes, fait qu'on va participer à certaines cérémonies Scrum, Mm-hmm. fait qu'on va pouvoir voir, mettons, les démos, puis avoir les rétrospectives aussi de sprint pour savoir ça a été quoi les enjeux qu'on a vécus à l'intérieur du sprint, puis essayer de voir s'il y a des éléments qu'on peut s'améliorer, puis donner un coup de main à ce niveau-là. OK, parfait. Au niveau de la collaboration, donc c'est sûr que vous collaborez énormément avec beaucoup d'équipes. Il y a l'équipe, les développeurs, ça c'est sûr. Les PO, les product owners, vous travaillez aussi beaucoup avec. Puis il y a les PM aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement avec les développeurs? Je pense qu'on a bien compris la dynamique qui est instaurée avec vos équipes, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus avec le rôle de PO par exemple? En fait, on fait partie de l'équipe solution qui inclut les PO et nos PM, ce qui fait qu'on est appelé à collaborer beaucoup avec eux. Au niveau PO, notre impact est surtout de s'assurer de le supporter dans ces discussions avec le client pour que les fonctionnalités, les besoins qui sont décrits, on a une faisabilité technique là, qui est validée en arrière de ça. On parlait de collaboration avec les équipes tantôt, ce qui fait que l'architecte va travailler avec le PO pour s'assurer que le projet est réalisable ou évaluer la complexité aussi de ce qui est demandé. Donc, il y a souvent plusieurs solutions, même besoin. Il y en a qui peuvent être plus simples, il y en a qui peuvent être plus compliqués. L'impact de l'architecte à ce niveau-là, c'est d'évaluer cette complexité-là puis de faire des recommandations technologiques en fonction de ça et ou également travailler avec nos développeurs pour valider des assumptions technologiques, valider de la faisabilité, des choses qui sont un peu plus pointues. Pas le rôle de l'architecte de tout connaître, mais il vient un peu faire le premier filtre pour regarder est-ce qu'on a besoin d'une validation supplémentaire, est-ce qu'il faut déranger l'équipe pour aller faire une preuve de concept sur certains sujets où on est confortable avec la solution qui est proposée et on peut avancer dans les fonctionnalités. D'un point de vue gestion de projet, c'est certain qu'on collabore beaucoup avec les PM pour faire des estimés au niveau, faire des prévisions, valider les risques. Les risques technologiques appartiennent beaucoup au niveau de l'architecte de les définir et de s'assurer qu'ils sont bien adressés, bien gérés.
On mentionnait les preuves de concept tantôt. S'il y a des éléments qu'on n'est pas certain que le système du client va pouvoir nous fournir ou il y a une nouvelle technologie qu'on veut utiliser, on va s'assurer de coordonner une preuve de concept en début de projet pour valider ces hypothèses-là, pour construire en fait le projet sur des bases qui sont certaines, qui sont pas chambranlantes. OK. L'autre élément qui vaudrait peut-être la peine de mentionner en termes d'implication pour l'architecte de solution, c'est qu'on a souvent des compétences secondaires parce qu'on a un background ou des expertises un peu variées. Fait que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de connaissances en termes d'infrastructure. J'ai été développeur pendant plusieurs années. Fait que ça peut arriver qu'on arrive, qu'un architecte arrive dans une équipe ou en cours de projet où est-ce qu'on a peut-être des inquiétudes au niveau d'un risque par rapport au timeline ou quelque chose comme ça. Fait qu'on peut venir intervenir à l'intérieur des projets pour donner un petit coup de main OK. et essayer de ramener les choses dans les objectifs qu'on s'était donnés initialement. Fait qu'on peut venir effectivement intervenir sur différents aspects, que ce soit au niveau du développement, au niveau infrastructure ou même des fois dans la définition de produits ou venir raffiner un peu la définition de produit qu'on a fait pour que ça soit plus réalisable pour l'équipe en tant que telle. Fait qu'on on est parfois le rôle de pompier aussi, là. Parfait, les pompiers. C'est les IT aussi qui sont appelés les pompiers. Les magiciens pompiers, eux, ils ont décidé. Donc, désolé de rire, mais c'est difficile de ne pas y penser. Les pompiers dans les projets. C'est ça. Avec les clients, est-ce que vous intervenez avec, tu sais, mettons, le client, c'est sûr qu'il y a des profils plus marketing, des profils plus TI chez le client. Est-ce que vous parlez aussi bien à chacun de ces profils ou est-ce que vous êtes plus un interlocuteur pour des profils, mettons, TI, tu sais? Ou est-ce qu'au niveau marketing aussi? On est vraiment appelé à collaborer avec toutes les équipes du client. Évidemment, étant donné qu'on essaye de faire le pont entre le besoin et la technologie, chez le client, des fois, ils ont un architecte de solution, des fois, ils n'en ont pas. Ouais. Ce qui fait que quand il y a un architecte de solution, évidemment, on va s'interfacer beaucoup plus avec cette personne-là. Mais dans les rencontres, évidemment, il y a des discussions qui se font avec tous les intervenants, comprendre ce qu'on a de besoin, comprendre c'est quoi les systèmes en place, puis déterminer les contraintes avec lesquelles on va devoir vivre. J'imagine que vous avez un rôle aussi, entre guillemets, pédagogique, tu sais, expliquer les choix de telle ou telle technologie. Tu sais, mettons, moi, j'ai un profil marketing. Je pense que ça me prendrait des explications. Si je veux comprendre les choix, je pense que ça prend de votre part une capacité à expliquer, à vulgariser aussi, entre guillemets, les informations. Ouais, c'est ça. Ça prend quand même une capacité d'abstraction, autant d'un bord comme de l'autre, parce qu'on ne connaîtra pas nécessairement tous les processus dans le détail chez le client ou le domaine d'affaires du client. On va faire le mieux qu'on peut pour comprendre. Mais idem du côté du client, si faut être capable d'expliquer notre solution d'une façon que c'est en français et que c'est des termes simples et clairs. Ouais. Essayer de faire abstraction de tous les mots technologiques qu'on dirait nécessairement à l'équipe, juste pour être capable de bien communiquer les différents morceaux puis comment que ces différents morceaux-là de la solution vont vivre ensemble et seront réalisables parallèlement. Est-ce que vous avez des petites stratégies, des analogies, des métaphores? De quelle manière vous arrivez à simplifier comme ça les informations? C'est une bonne question. Je dirais je pense que d'un côté, il y a tout le jargon plus technique avec des termes techniques, ces choses-là qu'on essaye de contourner ou de trouver une autre façon de les exprimer. En fait, parce que le défi, c'est que nous, il faut parler aux deux personnes, mais souvent, on ne parle pas aux deux personnes, aux deux profils en même temps. Ouais. Donc, d'un côté, on va parler avec le client puis exprimer, on va parler en termes de système, on va parler en termes de besoins, on va parler en termes d'impact, on va parler en termes de limitation. Un des gros défis, en fait, que l'architecte doit relever, c'est de gérer les attentes sur qu'est-ce que le produit va être capable de réaliser, puis surtout qu'est-ce qu'il ne fera pas. Parce que les gens de marketing, évidemment, ils ont beaucoup d'attentes, ils ont beaucoup de besoins. Ils voient des outils qui sont développés par Google, par Microsoft, par des grosses corporations. Puis dans leur tête, ils disent « je veux ça ». Mais nous, il faut mettre en perspective qu'on part de zéro, on part d'une page blanche. C'est des systèmes qui coûtent des dizaines de millions de dollars souvent qui sont mis en place par ces grandes compagnies-là. Nous, il faut trouver la bonne façon pour les simplifier, ramener qu'est-ce qui est important dans le besoin, cadrer ce qu'on appelle un MVP pour la première version du projet. Ouais. Et ensuite, de bien communiquer à notre client, le MVP, il va faire quoi, puis qu'est-ce qu'il ne fera pas, qu'est-ce qui va être planifié dans des phases futures. Donc, c'est vraiment en termes de besoins qu'on vient de mentionner. Et à l'inverse, quand on va venir parler avec l'équipe TI chez nous ou l'équipe du client,
Là, on va parler plus en termes de technologie, qu'est-ce qu'on va utiliser comme implantation, c'est quoi les défis technologiques, c'est quoi les outils, comment on va interfacer les systèmes ensemble. Donc, le niveau de discours est différent, mais des deux côtés, l'objectif, c'est de répondre aux besoins Ouais. du client. Mais c'est ça, faut les faire venir un peu dans les coulisses de la réalisation d'une application, parce que c'est sûr qu'en tant qu'utilisateur, on est tellement habitué à ce que tout soit simple, fluide, performant et tout, grâce notamment à nos équipes, mais, mais c'est qu'après, bah, du coup, quand on est dans le processus, on se rappelle que c'est dense. Et je veux dire, on pompe pas des applications en 3 jours parce que tout est déjà disponible. Tu sais, ça prend vraiment beaucoup de travail. Puis, je pense que c'est bien de sensibiliser les clients à ça. Je pense que on en a aussi déjà parlé, mais quand il y a ce besoin de déterminer les besoins technologiques, c'est quoi le processus de compréhension? J'imagine qu'il y a beaucoup de documentation, mais c'est quoi votre processus de compréhension et d'identification des besoins? Il y a un dilemme qui arrive souvent quand on part vraiment d'une page blanche pour un projet. C'est est-ce qu'on fait une application mobile, est-ce qu'on fait une application web? Puis, ça va souvent dépendre de la clientèle ou de quel besoin vraiment le client veut réaliser. Là. Je pense qu'on pourrait parler qu'on collabore avec l'équipe de stratégie là, pour ce volet-là. On est plus... on travaille au niveau limitation technologique. On va être un acteur important dans ça, mais en bout de ligne, c'est l'audience cible, c'est pourquoi on le fait. C'est vraiment au niveau stratégie qui vont déterminer le type de solution. Le type de solution. Le type de solution. Puis ça peut être une question de budget aussi, là, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pas toutes les solutions technologiques qui vont correspondre au budget que le client a en tête pour la réalisation de son projet. Puis ça va dépendre aussi de la maturité des équipes TI chez le client. Est-ce qu'il y a des équipes TI en place pour maintenir le projet une fois qu'on va l'avoir livré, tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des plateformes technologiques qu'ils utilisent ou un fournisseur cloud qu'ils utilisent puis il veut rester au niveau de ce fournisseur-là? C'est différents éléments qui peuvent venir influencer un peu la solution qu'on va mettre en place. Le coût de maintenance aussi, j'imagine que c'est pris en compte. C'est parce qu'après, une fois que le produit est délivré, il y a toujours quand même les coûts de maintenance à prendre en compte. Donc ça, il faut que dès le début, en fonction du budget, projeté du client, il faut être capable aussi de faire des solutions qui vont être plus ou moins coûteuses dans la maintenance, j'imagine. Ben définitivement, on sait qu'une app mobile est plus coûteuse en maintenance qu'une application web. Il y a chaque année, Android et iOS ont des nouvelles versions. Il y a toujours des choses qui brisent. Donc, de par la nature de ces produits-là que nous, on ne contrôle pas, on est obligé de faire des mises à jour un peu plus fréquentes. Ouais. Puis il y a toujours une nouvelle fonctionnalité qui sont introduites avec les téléphones qu'il faut que le client aimerait avoir ou qui viennent briser des choses qui fonctionnaient avant. Il y a des versions qui sont pas supportées. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, souvent, il y a une version qui est dépréciée ou qui est plus utilisable. Donc, ce qui fait que à chaque année, en fait, dans notre offre de service, on teste ces nouvelles versions-là. On lève les problèmes, puis évidemment, on a souvent peu de temps pour les corriger avant que Google ou iOS sortent leur nouvelle version. Donc, c'est toujours un petit peu plus coûteux en maintenance d'une application mobile. Toujours des périodes très, très dynamiques, les annonces de mise à jour. Donc, c'est ça, en fait, quand on construit, quand on identifie l'architecture, l'infrastructure qu'on va vouloir avoir, il faut aussi se projeter, penser aux évolutions futures, puis pas juste à la MVP qu'on va livrer dès le début, quoi. Exactement. Puis ça, c'est vraiment un des défis aussi au niveau de l'équipe d'architecture, c'est de regarder la solution plus macro avec le client. C'est quoi dès qu'on va commencer notre découverte technologique, on posera pas la question c'est quoi ton MVP, c'est quoi ton objectif, c'est où tu veux aller, où tu te vois dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais que ton système soit en mesure de réaliser, qu'est-ce que tu veux répondre comme besoin, mais vraiment un peu plus macro, parce qu'on veut pas définir une architecture qui va être à refaire dans 2 ans, qu'on va vouloir ajouter des nouvelles fonctionnalités. Par contre, ce niveau d'abstraction-là, c'est important de ne pas le mélanger avec tout le reste du projet. Il y a beaucoup d'intervenants qui vont arriver dans la chaîne de valeur, la chaîne de création, qui vont réaliser le projet. Si tout le monde se préoccupe de ce qu'on va faire dans 5 ans, le projet avancera pas. Ouais. Donc, c'est un peu avec le PO, le rôle de l'architecte, de s'assurer que de ce qu'on va réaliser comme projet, le MVP d'un point de vue technologique, on va le faire de cette façon-là parce que dans le futur, on va avoir augmenté ses fonctionnalités.
Puis pour continuer sur ce que tu dis, Philippe, parfois aussi, dépendamment du besoin ou de la volumétrie que le client pense avoir au niveau de son application, on peut venir faire des choix d'infrastructures différentes. Fait qu'on pourrait adopter une infrastructure sans serveur où est-ce que c'est plus un modèle sur consommation qui est très peu dispendieux. On n'a pas besoin de provisionner, mettons, des serveurs en continu 24/7 pour répondre aux besoins de l'application du site web. Fait que parfois, ça peut être cette approche-là. Parfois, on peut prendre une approche où est-ce que on va provisionner les serveurs, mais ça va être des plus petits serveurs. On va en rajouter à la demande au fur et à mesure que la demande sur l'application augmente pour minimiser les coûts que l'application va avoir pour le client. OK. Pour conclure, je pense qu'on peut avoir un dernier petit défi. Ça serait de répondre à la question, finalement, qu'est-ce qu'une solution idéale en architecture de solutions? Pour nous, c'est vraiment de trouver l'adéquation entre le besoin et la technologie. Pour que la solution soit idéale, il faut que ça réponde aux besoins du client. Il faut que l'infrastructure soit maintenable et robuste en arrière de ça, tout en respectant le budget de nos clients. On peut imaginer des gros systèmes. Si notre client n'a pas les moyens de maintenir à long terme ces systèmes-là, il faut être en mesure d'adapter les solutions qu'on propose avec la capacité financière de l'entreprise avec laquelle on travaille. Faut faire attention on parlait des coûts de maintenance tantôt. Si l'application est désuète après 2 ans puis il faut qu'il la recommence, c'est souvent des gros investissements pour nos clients. On veut proposer une solution qui va s'échelonner dans le temps, qui va être réutilisable, qui va être évolutive. Pour nous, c'est la clé pour que la solution en fait soit idéale pour notre client. L'élément supplémentaire qu'on pourrait dire pour une solution idéale, c'est vraiment bien communiquer avec le client pour essayer d'établir avec lui c'est quoi les besoins minimaux qu'il a besoin d'avoir dans une première version de son application, de sa solution, pour vraiment aider à aller au marché le plus rapidement possible et donner de la valeur ajoutée pour ses clients à lui. C'est parfait. Très belle conclusion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est parfait pour conclure ce beau podcast. Je vous remercie encore vivement d'être avec moi dans ce bureau de Québec un vendredi matin. Je suis bien contente de venir à vous aujourd'hui pour ce podcast. Puis merci encore d'avoir joué le jeu et d'avoir enregistré avec nous. Merci à toi, Estelle. Ça fait un plaisir, merci. Merci.